Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui vous serez avec Mr. Stone, l'ingénieur Stone, pour les débuts d'un cours que vous allez vraiment aimer, qui est le cours de chimie de base. Alors dans ces modules de formation, nous allons toucher une partie de la science qui est trop intéressante. Donc vous allez essayer d'avoir des bases solides pour le cours de chimie, et je pense que je vais, avec la suite de mes interventions, essayer d'enrichir encore plus cette partie pour le rendre un peu plus général. Même si, bon, ici on parle de chimie de base, ça va essayer de découvrir un peu plusieurs aspects du cours de chimie. Alors je pense que c'est ce cours qu'on utilise dans plusieurs pays du monde, et spécifiquement dans les pays francophones. On exploite trop ce programme et j'espère que vous allez beaucoup l'aimer, surtout pour les écoles d'ici en République démocratique du Congo et partout en Afrique, partout dans le monde. Je crois que ces modules de formation vous sera pratiquement bénéfique. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la chimie, en fait, c'est une science qui s'occupe de la matière. C'est une science qui se donne au fait de pouvoir comprendre la matière et toutes les transformations qui peuvent arriver à la matière. Donc on essaie de se dire, bon voilà, nous avons de la matière en présence, qu'est-ce que nous pouvons en dire sur la composition de cette matière, sur ses transformations. Et donc on comprend que pour arriver à mieux comprendre la transformation et même étudier la matière, on se doit au fait de comprendre la composition de cette matière, de cette substance qui forme l'univers. Alors il faut savoir que dans l'univers, il y a plusieurs matières, pratiquement tout ce qui nous entoure ici. Nous avons de l'eau, nous avons du bois, le papier, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on peut citer au fait, c'est de la matière. Et dans la matière, au fait, il y a des constituants qui diffèrent en proportion, qui diffèrent en nature, qui fassent que même sur le plan de l'aspect, que ces matières puissent au fait différer. Alors, lorsqu'on parle au fait de transformation qu'une matière peut subir, il arrive en fait à un niveau qu'on se dise, lorsqu'une matière est en train de se transformer, qu'on détruise au fait les propriétés ou les caractéristiques de cette matière, ou tout comme au contraire, j'ai envie de dire, il y a des matières qui se transforment tout en conservant en fait, leurs caractéristiques, leurs propriétés. Et dans certains cas, on parle ici même de déformation. C'est comme ça qu'on va dire que toute cause capable de pouvoir modifier les propriétés d'une matière, en fait, nous allons appeler cela phénomène chimique. Donc désormais, retenez qu'on appelle phénomène chimique toute cause qui est capable de pouvoir altérer, détériorer les propriétés de la matière lorsque celle-ci se retrouve dans une quelconque transformation. Et on va parler au fait de phénomène physique lorsque c'est pratiquement le contraire. En fait, on arrive même par l'altération des propriétés de la matière. C'est tout simplement dire qu'au cours d'un certain phénomène, on se rend compte que les substances de départ ne se transforment pas en d'autres substances qui ont différentes natures. Par exemple, ici, je donnais de l'eau. Lorsque nous mettons de l'eau dans un freezer, dans les congélateurs, ou dans un élément, dans une machine qui modifie son état, nous retrouvons par exemple ici de la glace. En fait, la glace n'a pas d'autres propriétés que de l'eau. Donc, c'est-à-dire, évidemment, vous allez dire sur le plan état, nous avons modifié son état, passer d'un état de liquide à un état de gaz, de glace, donc c'est un solide. Mais voilà, on n'a pas altéré la matière. La glace, par un processus inverse, revient tout simplement à l'eau. Évidemment, ici en fusion, nous pouvons obtenir de l'eau qu'on avait au départ. On n'a pas détruit la matière. Mais dans le cadre ou dans les cas du bois dont on a parlé tout à l'heure, on se met à brûler ce bois. Nous retrouvons la cendre ici. Et donc cette cendre n'a pas les mêmes propriétés que le bois qu'on avait au départ. Donc ici il y a eu détérioration, dépravation, distorsion et même destruction de la nature profonde ou de propriété de la matière. Alors ici on dit que nous sommes en présence d'une transformation ou d'un phénomène qui est dit chimique. Alors il existe plusieurs exemples qu'on peut voir ici. Par exemple, voilà, évidemment ici j'ai soulevé, avant de parler des exemples, je soulevais un aspect important par rapport au fait qu'on peut
lorsque nous avons de la glace, retrouver de l'eau, par le fait que ce processus peut être renversé, on parle de reversibilité d'un phénomène physique, mais ici la cendre ne peut jamais retourner pour obtenir au fait du bois qu'on avait au départ. Peut-être avec l'évolution technologique, dans quelques années, on pourrait arriver à prouver que, au fait, voilà, ce processus est un phénomène chimique, mais bon, jusqu'ici, on sait que on ne peut plus retrouver le bois qu'on avait au départ, et donc ici, nous allons dire que tout phénomène chimique est donc irréversible, donc pratiquement impossible de retrouver la substance qu'on avait au départ. Et donc, parlant des exemples ici, nous pouvons dire, j'ai mis en gras ici tout ce qu'il y a comme phénomène chimique, bon, pas tout ce qu'il y a comme quelques exemples de phénomènes chimiques, je voulais dire. Nous avons les fers qui rouillent, par exemple, le sucre qui brûle, la digestion des aliments, la fermentation des aliments, et ici nous avons la fusion de la glace, comme je le disais tout à l'heure, la chute d'un élément qui tombe soit par gravité, soit par élasticité, qui peut au fait ici produire une distorsion angulaire ou même une autre forme de déformation, mais qui ne modifie en rien en fait la structure interne ou même les propriétés de la matière, et même les vents qui soufflent pour essayer de rééquilibrer la pression. Je crois qu'ici ça devient quand même assez clair par rapport au phénomène physique qui s'oppose ici au phénomène chimique. Alors essayons de comprendre en fait de quoi un atome. Alors comme je le disais tout à l'heure, il faut comprendre que toute matière au monde est constituée d'atomes, partant de l'eau, le bois, tout ce qui nous entoure, et même l'air. En fait, toute matière, tout ce qu'on peut voir autour de nous, et même votre téléphone, est constitué au fait d'atomes. Pourquoi? Parce que au fait, je dis l'atome ici, c'est la plus petite partie d'une matière. C'est la plus petite partie d'un corps qui puisse facilement se mettre en liaison d'une manière chimique avec les autres corps. Et c'est ça d'abord qu'il faut comprendre. Évidemment, vous allez me dire que mais pourquoi les éléments n'ont pas le même aspect? Tout simplement parce que chaque élément est constitué de différents types d'atomes et avec des proportions ou de nombres qui diffèrent. Mais seulement ici, il faut retenir que la plus petite partie d'une matière, c'est ce qu'on va appeler ici un atome. Mais les atomes peuvent se combiner, se mettre ensemble les uns à côté des autres pour former ce qu'on appelle des molécules. Les molécules, ce sont donc des associations d'atomes. Donc une molécule, c'est tout simplement association, un assemblage d'atomes. Et comme je le disais, on peut retrouver les atomes dans l'air, dans l'eau, sur la terre, ou même dans tout ce qu'il y a comme matériaux. Et ces atomes dont on parle ici, par exemple, dans un matériau donné, ce sont des atomes qui se retrouvent en grande quantité, des centaines de milliards d'atomes pour former au fait des molécules et former ainsi de suite des cristaux de matière que nous pouvons aujourd'hui voir. Alors nous avons du bois ici, nous pouvons observer que dans le bois ici, nous avons des molécules qui sont des associations des atomes qui se lient les uns aux autres. Alors pour essayer d'un peu plus voir comment se comporte un atome, essayons un peu de le voir de plus près. D'une manière un peu basique, nous pouvons dire qu'un atome, au fait, est une particule qui est constituée d'un noyau au centre. Au centre de cet atome, il y a un noyau. Et autour de cet atome, il y a des couches qu'on appelle des couches électroniques, voyez-vous. Et sur ces couches, il y a des électrons qui gravitent. C'est-à-dire ces électrons ne sont pas statiques, comme on peut voir ici. Ce sont des éléments qui sont en train de se déplacer à des très grandes vitesses. Et au centre, comme je le disais ici, de cet atome, nous avons le noyau. Mais on peut essayer de voir de quoi est constitué ce noyau. Donc retenez d'abord d'une manière simple qu'un atome, c'est la plus petite particule ou partie d'une matière, d'un corps qui puisse exister, mais constitué par deux éléments essentiels. Ici je vois le noyau qui a des éléments précis qui les composent, et autour de ce noyau nous avons des couches sur lesquelles gravitent des électrons. Alors lorsqu'on ouvre le noyau, nous nous rendons compte qu'au fait que le noyau qui est là au centre de l'atome est constitué de protons qu'on a mis en rouge ici et de neutrons.
les protons et les neutrons, ce sont des particules qui constituent le noyau de l'atome. Voyez-vous, parce que nous avons le noyau de l'atome qui est constitué de protons et de neutrons. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je le disais, nous avons en rouge ici le proton et en bleu ici, j'ai mis les neutrons. Lorsqu'on prend pour un atome donné, on essaie de quantifier le nombre de neutrons, on les additionne au nombre de protons pour avoir en fait le nombre total de particules dans un noyau, c'est ce qu'on appelle le nucléon. Le nucléon, c'est tout simplement une somme de particules subatomiques. Ici, nous avons le neutron plus le proton. Donc, en résumé, je peux dire que nous avons un atome qui est constitué d'un noyau dans lequel nous retrouvons le nucléon, c'est-à-dire une somme de protons et de neutrons. Et autour du noyau, nous avons des couches électroniques sur lesquelles gravitent au fait justement des électrons. Alors, d'une manière simple, on va dire que nous allons avoir cette image pour toutes les matières qui se retrouvent dans le monde. C'est-à-dire, ici, on a pris le cas d'une pierre. On peut prendre ici du bois, on peut prendre des papiers, on peut prendre de l'eau, on peut prendre toute matière visible qu'on voit à la surface de la Terre, au fait. On se dit que cette matière est constituée par une compilation de molécules, plusieurs molécules, plusieurs centaines de milliards de molécules. Ces molécules qui sont en fait en réalité des associations d'atomes, voyez-vous. Parce que nous avons des atomes, voilà, qui se sont mis ensemble pour former des molécules, comme je le disais tout à l'heure. Et quand on prend un seul atome, par exemple, qui constitue ces cristals, ces matériaux, nous avons en fait ici un noyau central qui se retrouve là, et dans lequel nous venons de voir, il y a le proton et le neutron. On peut même aller encore très loin pour dire ici que le proton et le neutron ici sont constitués par des quarks, mais avant d'arriver là, nous nous rendons compte que nous avons un noyau central, et puis sur les couches autour de ce noyau central, nous avons des électrons qui tournent à de très grandes vitesses. Et lorsque nous ouvrons le noyau, nous y retrouvons les protons et les neutrons qui forment le nucléon, comme vous venez de le dire, leur somme. Et voilà, et même lorsqu'on commence à couper, par exemple, on casse un proton, nous voyons que le proton est constitué de quarks, et même le neutron est constitué de quarks, qui sont encore des particules subatomiques encore plus petites que les protons et le neutron. Et j'ai un peu de voir les caractéristiques un peu des protons, des neutrons et même des électrons. Ce qu'il faut retenir déjà à ce niveau, c'est que les protons ont une masse en kilogrammes très faible, voyez-vous, de l'ordre de 10 exposant moins 27 kg, donc 1,67 fois 10 exposant moins 27 kg, qui est trop faible. Évidemment, on utilise des télescopes de masse ou des spectroscopes de masse, voilà, une machine appropriée pour arriver à quantifier de grandeur d'ordre aussi petit. Mais ici, nous avons les neutrons. Nous nous rendons compte que le neutron a une masse qui est égale à la masse de protons. Mais regardez par rapport à la charge, on l'appelle neutre tout simplement parce que ça n'a aucune charge électrique. Vous voyez, en coulomb, 0. Mais le proton, nous nous rendons compte que ça a une charge électrique positive d'abord, mais de 1,602 fois 10 moins 19 coulombs. À la différence au fait des électrons, c'est que les protons sont chargés positivement, alors que les électrons sont chargés négativement. Voyez-vous, donc nous avons ici, voilà, pour les constituants en fait du noyau d'un atome, nous avons le proton et le neutron. Donc on essaie de voir sur le plan charge, nous avons plus 1,602 fois 10 moins 19 coulombs pour un seul atome, alors que l'électron, lui, là, moins cette grandeur-là. C'est-à-dire, si on supposait, par exemple, un atome qui est constitué, voilà, de ces deux éléments comme ça, donc on va se rendre compte que nous avons le noyau qui est chargé positivement et les électrons là-bas qui gravitent sur les couches électroniques sont, quant à eux, chargés négativement. Alors on peut résumer, vous voyez ici qu'on doit faire une représentation tridimensionnelle d'un atome qui est une représentation réelle ici, qui ne nous permet pas trop au fait d'avoir une notion de différentes couches, quelle est la première, la deuxième et ainsi de suite. On parle de couches, mais ici on peut clairement voir que en fait nous avons notre atome ici, pour un élément précis, et bien au centre de cet atome nous avons le noyau qui est constitué de protons qui sont chargés positivement. On a un tout petit peu changé de couleur ici,
et les neutrons qui ne sont pas chargés, et autour, au fait, sur les couches électroniques, nous retrouvons des électrons. Alors la couche qui est trop près du noyau, on appelle la première couche, celle-ci c'est la deuxième, et ainsi de suite. Les atomes diffèrent les uns des autres tout simplement parce que nous avons en fait dans sa constitution interne différents nombres de couches, différents nombres de protons, d'électrons. Seulement qu'il faut retenir que la première couche c'est la couche qui est la plus proche du noyau, et puis la deuxième couche c'est la suivante, et ainsi de suite. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire en termes d'un module introductif au fait du cours de chimie de base. Alors tout ce que je vais vous demander ici, c'est de continuer de suivre cette formation avec la même intensité et la même motivation qu'au début, et je vous assure que vous allez apprendre beaucoup de choses qui vous seront intégralement ou totalement bénéfiques pour la suite de votre instruction, de votre formation scolaire ou académique. Alors surtout jusqu'ici, portez-vous très bien et observez tout ce qu'il y a comme geste barrière à ce coronavirus, et bye bye, à tout à l'heure.